J'ouvre le second débat de ce sens public. Vous le savez, on cherche le plus souvent possible de décaler ces débats de l'actualité du jour, prendre du recul. Et ce soir, analyser une promesse de Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation nationale, créer des groupes de niveau au collège. Il tient à cette idée maintenant qu'il est à Matignon, mais la nouvelle ministre Nicole Belloubet parle plutôt de groupes de besoins. C'est pas seulement de la sémantique, Mathias Arez. C'est une proposition qui remonte à décembre dernier. Le matin même, la France enregistre l'une de ses plus importantes chutes au classement PISA. C'est à cette situation de perdant-perdant que je souhaite mettre fin avec des groupes de niveau au collège, en français et en mathématiques. L'organisation sera la suivante. Dans chaque collège du pays, les élèves de chaque classe seront répartis en 3 groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, en fonction de leur niveau en français et en mathématiques. Pour mener à bien ce chantier, évidemment, nous accompagnerons encore davantage les professeurs, notamment à la pédagogie différenciée, pour qu'ils puissent avoir les outils afin d'accompagner ces différents niveaux d'apprentissage. Début janvier, en partance pour Matignon, Gabriel Attal cède le dossier à sa successeure à l'éducation, Amélie Oudéa-Castéra, qui défend mordicus la mesure dans les mêmes termes. Donc nous voulons le remettre en marche, cet ascenseur scolaire, et on ne peut pas observer et se navrer de l'évolution des résultats PISA sans tenter autre chose. Un mois plus tard, rebelote. Mais cette fois, Nicole Belloubet, nouvelle ministre de l'Éducation nationale, se confronte au mur du réel. Avec des syndicats vent debout et face à un manque de moyens, la locataire de la rue de Grenelle tente d'imposer sa patte au projet. Finalement, l'arrêté publié le 17 mars au journal officiel ne reprend pas les termes de groupe de niveau, mais préfère groupe constitué en fonction des besoins des élèves. Ce mardi, la ministre défend ce choix sémantique. Vous ne dites plus niveau ? Oui, nous disons besoin, c'est ce qui est dans les textes. Si vous voulez, vous avez des élèves qui ont des besoins en géométrie qui n'ont pas les mêmes besoins en numération. Vous avez des élèves qui ont des besoins en fluence qui n'ont pas les mêmes besoins en orthographe. Donc, au fond, il s'agit de prendre au plus près des élèves la réalité de leurs besoins et d'installer une pédagogie différenciée. Il n'y a pas de tri. Je refuse le tri social des élèves. In fine, soutient Nicole Belloubet, ces groupes ne seront pas figés. Des temps seront dédiés en cours d'année pour les brasser et ainsi correspondre au mieux aux apprentissages. Comment améliorer le niveau des collégiens français? La réforme de Gabriel Attal est-elle déjà fragilisée? On en débat avec Alexis Izard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes député Renaissance de l'Essonne, porte-parole du parti Renaissance. Sébastien Vieille, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes secrétaire national du SNAC, le syndicat national des personnels des lycées et collèges et de l'enseignement supérieur. Sophie de Tarlet, bonsoir et bienvenue. Vous êtes rédactrice en chef du Figaro étudiant. Et évidemment, Mathieu Croissando est resté à mes côtés. Alors pour commencer, je vais rappeler cet arrêté du 15 mars dernier, 15 mars 2024, publié au journal officiel. L'article 4-1, les enseignements communs de français et de mathématiques sur tout l'horaire sont organisés en groupe pour l'ensemble des classes et des niveaux du collège. Les groupes sont constitués en fonction des besoins des élèves identifiés par les professeurs. Alors c'est drôle parce qu'il y a à la fois le mot niveau, plutôt du Gabriel Attal, et le mot besoin, qui est plutôt de Nicole Belloubet. Alexis Izard, est-ce qu'il y a une ligne qui l'a emporté dans ce qui nous a semblé être un bras de fer? Ce qui est important, c'est pas les mots qu'on met dessus. Ce qui est important, c'est les enfants qu'on va mettre dans ces groupes-là. Oui. C'est de quelle manière on va pouvoir permettre à ces enfants de se réunir dans des niveaux qui sont beaucoup plus homogènes pour leur permettre de progresser. Et vous pouvez les appeler des niveaux, vous pouvez les appeler des besoins. C'est pas moi, c'est la ministre d'un côté et le Premier ministre. En réalité, ce sera des groupes de niveaux qui seront faits en fonction des besoins des enfants. Donc tout le monde s'y retrouve. L'important, c'est que ça fonctionne. Bon, et on va voir si ça va fonctionner effectivement, parce que c'est prévu dès la rentrée prochaine, en 6e et en 5e. Est-ce que vous comprenez encore le sens de la réforme? Sur les groupes de niveau, ensuite on généralisera au brevet et à ce que veut faire Gabriel Attal et Emmanuel Macron derrière lui dans les collèges. Je vous avoue que ça nous laisse très perplexes. En réalité, ce débat sur niveau, besoin, pour nous, c'est un peu un débat qui est déjà dépassé, parce que le réel problème, ça va être dans l'organisation et dans la mise en place. Comment on va faire? Eh ben, écoutez, c'est... sans entrer dans la technique, on va dire qu'on va devoir aligner tous les cours de français dans un établissement et aligner tous les cours de maths d'un autre côté. Aligner, ça veut dire tous à la même heure, c'est ça? Tous à la même heure, sur la semaine, afin de permettre des progressions qui devront obligatoirement être elles aussi alignées, et le passage donc d'un élève d'un groupe à l'autre. Et ça va poser d'énormes problèmes à l'intérieur des collèges. Mais sur le principe, l'idée de recréer, ça a déjà existé en France, des groupes de niveau, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, écoutez, mon syndicat était porteur d'une proposition allant un peu dans ce sens, mais organisée bien différemment, bien moins contraignante. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est une horreur absolue, parce que, alors pour nous, ce n'est ni du tri social, ni de la stigmatisation. C'était un moyen d'apporter de l'aide à des élèves en difficulté et surtout en luttant contre l'un des plus gros problèmes du collège, c'est la trop grande hétérogénéité des publics. Permettre aux élèves d'avoir des cours un petit peu plus adaptés à leurs acquis, ça nous paraissait une piste intéressante, en effet. Après, on reviendra sur la capacité à l'organiser ou pas. Sophie de Tarlet, je le disais, c'est pas une idée franchement nouvelle. Ça a déjà existé en France, ça existe dans d'autres pays. Qu'est-ce que... Oui, ça existe. Moi, je le connaissais surtout aux États-Unis. On parlait beaucoup à l'époque, il y a quelques années, des groupes de niveau, notamment en maths, où on pouvait voir qu'un enfant qui avait un niveau très élevé en maths pouvait suivre le cours de maths d'une classe supérieure. C'était surtout ça. Et puis c'est quelque chose qui est connu par exemple en anglais, avec lorsqu'on prépare les tests de Cambridge par exemple, ça peut parler aux téléspectateurs, eh bien il y a le groupe C1, C2, etc. Donc c'est quelque chose qui finalement est assez populaire en fait, et connu. Lorsque vos enfants suivent, s'ils sont dans une section où ils peuvent le faire, des cours avec Cambridge, tant qu'ils n'ont pas eu l'examen, ils ne peuvent pas passer dans la classe supérieure. Et là, ça revient au même. Donc je trouve que c'est plutôt... ça peut être bien. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut tester des choses. C'est des choses qui existent dans certains pays, qui peuvent permettre de progresser. Pourquoi pas c'est quand même... il faut qu'on ait un choc PISA, comme certains pays l'ont fait. Le choc PISA, les Allemands l'ont fait, c'est-à-dire eh bien, prendre le taureau par les cornes et changer la donne et changer les méthodes de travail. Mais c'est vrai que je trouve qu'il faut d'abord peut-être persuader sur le principe. Parce qu'avant de voir les problèmes d'organisation, notamment des recrutements des enseignants en maths, qui est quand même très compliqué aujourd'hui, on manque d'enseignants, on manque de profs, les candidatures ont chuté. Donc il faut aussi peut-être savoir, oui, ça peut marcher et pourquoi. Ouais, on revient à ce principe de réalité, comment ça va s'organiser. Je rappelle le choc PISA. PISA, c'est cette enquête dans je ne sais plus combien de pays de l'OCDE pour évaluer le niveau des élèves. Et c'est ce qui a justifié finalement la prise de parole de Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation nationale, Alexis Izard. Donc il y a eu un certain nombre de mesures présentées, on en détaillera quelques-unes au cours de ce débat. Mais je reste sur les groupes de niveau. Est-ce que c'était une demande des parents? Enfin, d'où Gabriel Attal sort cette proposition? Plus qu'une demande des parents, c'est un besoin des enfants. Ce dont on s'est rendu compte avec les résultats du PISA, de cette évaluation, c'est qu'il y avait un besoin énorme dans les savoirs fondamentaux, les mathématiques, la langue maternelle, le français. Il fallait faire en sorte de casser cette hétérogénéité qui est très vraie dans les classes, de faire en sorte de regrouper les élèves. C'était une des préconisations pour faire en sorte de les faire progresser plus vite. C'est de là que cette proposition sort, c'est de faire en sorte comment est-ce qu'on peut permettre aux élèves, dans la continuité des mesures qui avaient déjà été prises dans l'élémentaire, comment on peut faire en sorte d'isoler les élèves pour leur permettre de progresser en fonction de leur niveau. Mais comment faire ça sans les stigmatiser? C'est un vrai défi quand même. Mais écoutez, il n'y a pas de question de stigmatisation. Dans les autres matières, ils seront ensemble, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est simplement de prendre les niveaux. Les élèves, aujourd'hui, ils connaissent leurs notes, ils ont des moyennes à chaque trimestre, ils savent très bien combien ils valent sur leur niveau scolaire. Donc, le sujet, c'est vraiment de leur permettre de progresser au sein de leur propre niveau. Il y aura aussi une certaine hétérogénéité, ils ne seront pas exactement les mêmes, mais elle sera beaucoup plus centrée vers le même niveau qui permettront aux professeurs de les accompagner. Est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec moins d'exigences, Sébastien Vieille, pour les plus faibles finalement, dans ces groupes de niveau alors on ne va pas dire les mauvais, évidemment, ce langage ne sera jamais utilisé, mais l'objectif c'est de les tirer vers le haut. Mais voilà, est-ce qu'il y aura autant d'exigences de la part des professeurs? Vous voyez ce que je veux dire? Justement, avoir moins d'exigences envers les élèves les plus en difficulté, ce serait stigmatisant. Et ne pas leur donner la chance de progresser et les enfermer dans ce groupe d'élèves, on va dire faibles, ce serait réellement là une forme de tri. Donc justement, il faut leur donner les moyens de progresser. Et c'est en s'adaptant à leurs difficultés et en trouvant les moyens pédagogiques de les faire progresser qu'on peut arriver à quelque chose. Mathieu? Ne pas les enfermer dans un groupe, ça veut dire qu'on peut bouger au milieu de l'année d'un groupe?
Parce que là, ça devient incroyable. Enfin, c'est difficile à imaginer en pratique. C'est-à-dire que si c'est comme un système de ligue de foot... C'est difficile à imaginer. Je sais pas. Un élève soit au final, au milieu de l'année, on se rend compte qu'il progresse énormément. Ça veut dire qu'il y en a qu'il faut qu'ils descendent. C'est comme Ligue 1, Ligue 2, d'une certaine façon. Potentiellement. Ce sera, le nombre d'élèves par groupe sera à estimer par les établissements. Ce sera une dizaine, 10, 15 élèves. Si on estime que dans un groupe, potentiellement 3 groupes avec des niveaux différents, si on estime qu'un élève est trop à la traîne par rapport aux autres, il pourra descendre. Et si un élève est trop en avance par rapport aux autres, il pourra monter. C'est cette flexibilité qui permettra aux élèves justement, de pas être ce qui me frappe, c'est que c'est une idée au départ de bon sens, d'une certaine façon, d'adapter la pédagogie au niveau des élèves. Ça me paraît pas... Et je pensais que la patte de Gabriel Attal, ou en tout cas d'Emmanuel Macron, surtout en matière d'éducation nationale, c'était l'expérimentation, on va tester, on regarde si ça marche, on laisse une forme de marge de manœuvre au chef d'établissement. Et là, j'ai l'impression qu'il a voulu mettre tout le monde à la toise, c'est-à-dire ces 3 groupes de niveau dans toute la France, dans toutes les classes, ce que vous dites, tous alignés. 24, avec 6e, 5e, 25. Oui, mais c'est la règle est la même pour tous. On revient à une espèce de décision verticale alors qu'il prônait une forme d'horizontalité. Voilà, on voit le calendrier justement qui s'affiche effectivement 6e, 5e dès la rentrée prochaine et 2025 pour les 3e et les 4e. Tiens, on va écouter Gabriel Attal à propos de cette rentrée de septembre 2024. Quand il était encore ministre de l'Éducation nationale, il promettait des créations de postes. Nous apportons là un changement majeur et très profond. Dans le groupe 1, celui où les élèves rencontrent le plus de difficultés, nous créerons des postes pour qu'il n'y ait qu'une quinzaine d'élèves dans ces groupes des élèves les plus en difficulté. Je crois que c'est un progrès très important pour l'égalité des chances, car nos élèves en difficulté ont besoin de moins d'élèves par classe, mais aussi de plus de temps et de plus d'encadrement. Alors, est-ce que cette promesse va être tenue? À votre connaissance, Sophie de Tarlet, est-ce qu'il va y avoir des créations de postes à la rentrée de septembre? C'est ce que je disais, c'est la complexité, c'est même si on ouvre des postes, c'est de les remplir, ces postes. Et notamment en maths, c'est un vrai sujet. On a du mal à recruter, il y a de moins en moins de candidats. Et ça va être vraiment le gros enjeu finalement. Parce que pour que ça fonctionne, il faut avoir un prof supplémentaire qui va s'occuper d'un petit groupe d'élèves, c'est ça? J'essaie de bien comprendre comment ça va se passer. À moins alors, il a dit qu'il donnerait de l'autonomie au chef d'établissement, oui, j'imagine, parce que sinon, ça va être un peu un casse-tête. L'enseignement catholique, on leur a demandé de s'y mettre aussi, mais eux disent qu'ils n'ont pas forcément les moyens de l'appliquer. Moi, je pense que le gros sujet, ça va être de trouver des profs devant les élèves, quand même. Parce que déjà, pour les classes complètes, on a du mal. On voit sans arrêt des lycées ou des collèges où des parents d'élèves mettent des petites annonces sur le Bon Coin pour recruter. Donc, je pense que ça va être la grosse difficulté. Alors, vous dites des postes sont ouverts, mais on va avoir du mal à recruter. Est-ce que vous nous dites des postes sont ouverts? Non. Non, je ne vous le dirai pas. Bon. Alors, je vais être d'accord sur le fait que, de toute manière, on aura du mal à trouver des personnes à mettre en face. Je dis bien des personnes parce qu'on va être obligé de recruter des contractuels. Mais je peux vous l'affirmer, non, il n'y a pas de moyens supplémentaires pour avoir des remontées de la plupart des académies. Dans la plupart des académies, on a en réalité des pertes d'heures dans les collèges. Donc, on est en train de mettre en place une réforme qui est coûteuse en heures, mais avec moins de moyens, de manière globale. Alexis Isard, donc à quoi ça sert d'annoncer une réforme comme celle-là si la promesse n'est pas tenue? D'abord, la dernière fois qu'on a dû être en défensif comme ça sur une mesure éducative en devant expliquer pourquoi elle était bonne et pourquoi elle allait pouvoir être mise en place contre ceux qui nous disaient que c'était pas possible, c'était quand on voulait diviser les classes en élémentaire par 2. On l'a fait, ça a marché. On nous disait, vous vous souvenez des débats, il va falloir diviser les classes par 2, mettre des paravents, on se moquait un peu de nous et pourtant ça a marché. Quelle est la réalité sur le nombre de profs, l'augmentation ou la suppression? Pourquoi les majorités qui se sont succédées ont supprimé des nombres de profs? C'est parce qu'il y a une réalité. Entre 2022 et 2027, on estime 1,5 million d'élèves en moins dans les collèges. Donc forcément, 1,5 million d'élèves en moins, ça fait des profs en moins. Nous, on a décidé de ne pas faire ça. C'est 2300 profs, je crois, qui sont prévus pour cette mesure-là. C'est 850 créations de postes, il me semble, de mémoire, il faudra vérifier. C'est des créations de postes tout de même. Après, il y a le sujet que vous évoquez, c'est vrai, il faut les trouver, ces profs-là. On a du mal. Moi, je viens d'Essonne, je sais que dans beaucoup d'établissements, on galère à trouver des profs parce qu'on veut trouver des bons profs.
À partir du moment où on met un prof devant une classe, c'est un bon prof. Et donc forcément, ça demande de chercher à trouver. Mais les académies, elles mettent de niveau à qui il doit monter. Les différentes académies, elles mettent vraiment tout leurs moyens pour trouver des bons profs. Mais donc vous nous dites, oui, il y a des postes qui sont créés. Bien sûr, je vous l'affirme. Alors d'accord, ok, donc on a 2 sons de cloche et vous pouvez pas les mettre d'accord là. Alors, moi j'ai vu des débats. Il y a des spécialistes. Honnêtement, j'ai vu. Après, je suis pas allée sur place et on n'est pas encore au mois de septembre, mais moi j'ai vu que des postes avaient été prévus de créer des postes. Bon. Donc, moi, je vous invite à regarder les dotations dans les différents départements de France, au niveau des collèges, et vous verrez que on est sur un moins. Ouais. Bon, ok. Bon, on a entendu vos arguments aux uns et aux autres, mais on pourrait aussi dire, il y a déjà, je sais plus, c'est 700 millions d'euros de budget pour l'éducation nationale, près de 900 000 enseignants. Donc, est-ce que c'est forcément une question de moyens supplémentaires? Parce que ça, c'est le discours syndical par excellence depuis des décennies, de réclamer des profs supplémentaires. Est-ce que c'est pas une organisation différente aussi à laquelle on pourrait penser? Moi, je vois des tailles de classe, je vois des effectifs. Ouais. Et j'ai entendu une promesse au départ, 15 élèves dans les groupes à effectifs réduits. Ouais. Aujourd'hui, je vous laisse regarder le texte. Ce chiffre de 15 a disparu. On parle d'effectifs réduits lorsque ce sera nécessaire, ce sera jugé nécessaire. Donc, on est déjà revenu sur une chose. Mais vous verrez que ces effectifs réduits seront très difficiles à mettre en place au vu des dotations. Bon, alors, ça, c'est malheureux. Est-ce qu'il ne faut pas changer aussi, d'une certaine façon, la pédagogie? Les élèves français sont nuls en maths, personne ne veut être prof de maths. Il ne s'agit peut-être pas juste de réduire la taille des classes, peut-être de s'interroger sur la façon dont on enseigne les mathématiques et pourquoi les enfants n'y comprennent rien et pourquoi plus personne ne veut enseigner cette matière. Alors là, je vais vous rejoindre. Il y a un travail de formation qui est à faire, de formation initiale. Mais le gros souci de notre pays, c'est que dans la formation initiale, depuis des années, on donne une pratique pédagogique comme étant un alpha et un oméga. Et on n'ouvre plus les professeurs, qui sont quand même une profession intellectuelle, à différentes pédagogies afin qu'ils puissent faire leur choix. Et ça, c'est quand même dommageable, en effet. Alors, je vous propose un autre son de cloche syndical. C'est le SNES-FSU, alors qui reprend ces mots qu'on a entendus dans le sujet d'ouverture de tri social. Je vous propose d'écouter Catherine Piécuche, qui est la secrétaire nationale du FSU dans le Nord-Pas-de-Calais. Elle manifestait à Lille, on était le 1er février dernier. Donc, Amélie Oudéa-Castéra était encore ministre de l'Éducation. La réforme Attal-Castéra, avec l'instauration de groupes de niveau en 6e et en 5e, qui est une calamité pour les élèves. C'est vraiment un scandale en termes éducatifs. Ces groupes en plus ne sont pas financés. Ça veut dire que dès que les enfants auront dès 10 ans, ils vont être assujettis à un rail et ne pourront pas sortir de ce rail. Et on leur donne aucun espoir de réussir scolairement et de réussir professionnellement. Alexis, assujetti à un rail. C'est tout l'inverse. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est justement de les faire sortir de ce rail du mauvais élève de la classe qui restera pendant toute sa scolarité le mauvais élève de la classe. Vous voulez dire c'est déjà le cas aujourd'hui, quoi. Mais bien sûr, c'est totalement déconnecté de dire une chose pareille, ou c'est vraiment vouloir faire croire aux gens qu'il n'existe pas de mauvais élèves dans les classes. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il y a des mauvais élèves dans les classes. Ce qu'on veut, nous, c'est de faire en sorte de leur donner une chance de devenir des bons élèves. C'est possible de leur dire, on va prendre une méthode pédagogique peut-être un peu différente ou plus resserrée, avec des élèves qui ont pris peut-être du retard dans leur scolarité, et de leur permettre de monter de niveau en niveau et de rattraper le train. Donc non, je ne suis pas d'accord avec ça, c'est vraiment l'inverse qu'on essaie de faire. Et les scores PISA, ils nous montrent bien que la méthode actuelle, elle ne fonctionne pas, donc il faut essayer de faire de nouvelles choses. Alors c'est aussi la méthode Attal, tiens, qui est en question. Mathieu, je me tourne vers vous. On pourrait presque dire qu'il n'a jamais vraiment lâché le portefeuille de l'éducation. Bah oui, il voulait même le conserver au moment de sa nomination à Matignon, avant de se faire offrir, enfin une fin de non-recevoir plutôt, par l'Élysée. Du coup, il avait dit qu'il emmenait avec lui la cause de l'école à Matignon. En fait, Gabriel Attal, il sait qu'il doit une grande partie de son ascension fulgurante à son passage express rue de Grenelle. Il connaît aussi les critiques qui ont fusé sur ce ministre qui joue à saute-mouton entre les portefeuilles, et puis sur son action politique qui serait faite d'annonces et de communication, et pas de résultats ni de bilan. Du coup, il met un soin particulier à suivre les dossiers qu'il a pu gérer par le passé quand il était simple ministre, j'ai envie de dire. Par exemple, et pas seulement en éducation, on l'a vu par exemple ce mois-ci, dresser le bilan des plans de lutte
contre la fraude sociale et la fraude fiscale, qu'il avait lancé l'année dernière quand il était ministre des Comptes publics. Il a fait le déplacement pour l'occasion à Bercy, aux côtés, non pas aux côtés, à la place du ministre du Budget, pour vanter des résultats historiques. Après tout, on n'est quand même jamais mieux servi que par soi-même. Est-ce que c'est la même chose avec l'éducation? Oui, mais alors pour le coup, s'y ajoute la volonté d'imprimer sa marque, autant que de jouer les contrôleurs des travaux finis, si j'ose dire. Gabriel Attal, il sait que son action elle sera jugée à l'avenir, en partie sur ce qu'il a fait quand il était rue de Grenelle. L'éducation, c'est le dossier prioritaire au sommet de l'État. Il a beaucoup annoncé, il a beaucoup promis, n'hésitant pas à prendre le taureau par les cornes, on l'a vu sur la Baïa, n'hésitant pas à prendre les enseignants en rebrousse-poil, on l'a vu sur les groupes de niveau, d'où l'importance de surveiller son héritage jusqu'au vocabulaire employé par ses successeurs, j'ai envie de dire, puisque Nicole Belloubet, avec ses groupes de besoin, en sait quelque chose. Est-ce qu'il va suivre de la même façon tous les dossiers qu'il a eu à connaître? Tant qu'il serve la cause de son autopromotion, j'ai envie de dire, et tant qu'il dessine en pointillé ce que pourrait être l'atalisme, oui, bien sûr, mais il y a des dossiers sur lesquels il se montre moins pointilleux, j'ai envie de dire. On n'a pas entendu, par exemple, revendiquer la paternité de ce budget historiquement en dérapage, le budget 2023, dont il était pourtant l'auteur quand il était ministre des Comptes publics. Oui. Gabriel Attal qui est resté 5 mois et demi au ministère de l'Éducation nationale, est-ce que c'est encore sa ligne qui est appliquée aujourd'hui? Comment vous le vivez, vous, de l'intérieur, Sébastien Vieillet? Alors, je dirais choc des savoirs. Je dirais qu'il y a eu quand même des évolutions, notamment groupe de niveau, groupe de besoin. On attend maintenant la suite sur les autres chantiers de ce fameux choc des savoirs. Et là, on pourra réellement se positionner. Ouais. La nouvelle ministre, Sophie Tarlet, Nicole Belloubet, elle a récupéré des profs qui étaient quand même en ébullition après le couac Oudéa Castéra. Est-ce qu'elle a pu renouer, on va dire, à minima, un dialogue normal avec les syndicats? Comment ça se passe? Oui, en tout cas, moi, je vois quand même encore Gabriel Attal sur le sujet de l'éducation très fortement, notamment avec lorsqu'il veut mettre les vrais taux de réussite au brevet, les vrais taux de réussite au bac. On va en parler tout à l'heure. Je trouve que Madame Belloubet elle n'est pas encore aux manettes réellement de l'éducation nationale, il me semble. Ouais, Alexis Isard, c'est difficile de faire sa place au ministère de l'Éducation nationale quand le Premier ministre veut emporter le dossier avec lui, ou voulait même être à la fois Premier ministre et ministre de l'Éducation nationale. Non, mais Gabriel Attal, vous l'avez dit, il est resté que 5 mois à l'Éducation nationale, mais pour autant, il avait structuré tout un projet. Évidemment, lorsque vous structurez un projet au sein d'un gouvernement, au sein d'une majorité, le ministre change, le projet reste. C'est évident lors de la passation, Nicole Belloubet l'a dit. Elle avait une feuille de route à appliquer. C'est une feuille de route qui était sollicitée par les Français, qui était plutôt bien appréhendée par les syndicats à l'époque où Gabriel Attal l'a proposé. Donc, il est évident qu'on ne change pas de projet lorsqu'on change de ministre. Mais en tout cas, elle est là pour se réconcilier avec les profs, clairement. C'est vraiment... Elle a cette volonté. Voilà, cette façon de dire les groupes de besoin, c'est clairement pour faire ami-ami avec les profs, pour dire non, ce ne sera pas des groupes de niveau. Non, c'est tout à fait... elle est là pour calmer et... Comment vous l'avez reçue? Elle connaît ses dossiers, à minima, on peut dire ça? Évidemment, elle a déjà connu l'éducation nationale auparavant. Donc oui, elle maîtrise ses dossiers. Ouais. Elle a été rectrice. Oui, bien sûr. On parle souvent d'un ministère co-géré. Mathieu, qu'est-ce que vous répondez à ça? Co-géré entre les syndicats et le ministère? J'ai envie de vous dire si seulement. Non, en réalité, le dialogue est plutôt difficile depuis plusieurs années. Le mouvement, par exemple, des personnels est co-géré. Ah, c'est fini. C'est fini depuis des années. Depuis 2019. C'est le ministère qui décide tout seul. Ce sont les rectorats qui font le travail. Les syndicats ne sont plus du tout impliqués. Seulement dans les contestations. 2019, ça fait il n'y a pas si longtemps, mais bon, c'est énorme. Oui, effectivement, ça, c'est quand même un gros changement. Alors, on l'a dit, les groupes de niveau, c'est pas le seul levier pour redresser, le niveau général des collégiens. On va en parler tout de suite avec Audrey Vuettaz, qui va nous rejoindre sur ce plateau, puisque dans les publications du journal officiel, il y a 10 jours, bonsoir Audrey, il n'y a pas seulement ces fameux groupes de niveau. Non, il y a d'autres mesures que Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation, avait annoncé. C'était en décembre dernier pour créer un choc des savoirs et remettre de l'exigence, vous en avez parlé. La première concerne le brevet des collèges. Il devient
indispensable pour entrer au lycée. L'idée, c'est de ne plus faire passer de manière automatique en seconde les élèves qui cumulent les lacunes, les recalés. Ça représente à peu près 10% des élèves de 3e chaque année. Ils devront suivre une année supplémentaire de remise à niveau avant de pouvoir aller en seconde. Et ça commence très vite. Chaque académie doit déployer une de ses classes à titre expérimental dès la rentrée prochaine. Une mesure qui inquiète certains parents d'élèves qui estiment que ces lacunes ne vont pas se rattraper en un an à peine et qu'au contraire, la mesure retarde l'accès, l'entrée au lycée professionnel pour les élèves. Et les règles, elles changent également pour le redoublement. Oui, changement de doctrine. Ce sont les professeurs et non plus les familles qui ont le dernier mot, comme c'était le mot, comme c'était le cas auparavant. Je vous propose d'écouter Gabriel Attal, c'était en décembre dernier. En tranchant ce débat, je veux lutter contre l'échec forcé auquel peuvent être condamnés des élèves que l'on veut faire passer à tout prix en classe supérieure. Pour ces élèves, 2 choix s'offriront aux professeurs en fin d'année. Un passage sous condition, avec de la remédiation, comme des APC, du tutorat, des stages de réussite durant leurs vacances scolaires. Je rappelle que nous avons d'ores et déjà 40 000 enseignants volontaires qui font des stages de réussite pendant les vacances et que nous doublons désormais leur rémunération pour ces stages de réussite dans le cadre du pacte enseignant. Autre possibilité, le redoublement en cas de grandes difficultés, car je le dis de manière très claire, il vaut mieux réussir son primaire en 6 ans que l'échouer en 5. Concrètement, dans le primaire, le redoublement sera décidé et non plus proposé par le Conseil des maîtres et les parents auront ensuite 15 jours pour former un recours. Au collège et au lycée, il sera décidé par le chef d'établissement après une phase de dialogue avec les parents. Et puis, on enlève, et ça a été noté au journal officiel, on enlève le titre exceptionnel pour le redoublement. Thomas. Merci beaucoup Audrey. Sophie de Tarlé, le redoublement, on va parler de la réforme du brevet et puis du niveau et des notes gonflées, trafiquées, rectifiées, je ne sais pas quel terme il faudra employer, mais d'abord sur le redoublement, c'est vraiment un changement de quoi, de doctrine? Oui, parce que le redoublement avait été supprimé, si je puis dire. En tout cas, plus personne ne redoublait, parce qu'il y avait eu pas mal d'études à l'époque qui montraient que ça coûtait cher d'abord, et puis en plus, ça ne servait à rien. En gros, c'était les études. Après, c'était des études qui montraient ça. Et puis, aujourd'hui, donc, il veut remettre le redoublement, et alors peut-être moins qu'à notre époque, enfin, moi, à mon époque, on redoublait beaucoup, hein, mais donc ce sera quand même moins, mais disons que c'est surtout de redonner le pouvoir aux enseignants, moi, je trouve. C'est-à-dire de plus dire, ce sont les parents qui décident si l'enfant doit redoubler ou pas. Donc, et puis te dire, au lieu de passer de beaucoup de redoublement à 0 redoublement, de se dire, ça peut peut-être être utile à un enfant de redoubler. Donc, et puis, il faudra forcément trouver des solutions pour ces jeunes qui n'obtiennent pas le brevet. Donc, et qui vont aussi peut-être être amenés à redoubler de façon... Oui, c'est ça, cette classe de 3e qui pourra permettre une remise à niveau. Prépa seconde. Est-ce que vous étiez demandeur finalement on dit les professeurs vont reprendre le pouvoir sur la question du redoublement? Mais clairement, c'est une mesure centrale. Les professeurs sont les professionnels qui connaissent le mieux les élèves. Donner le dernier mot aux parents, en réalité, c'est prendre non plus l'élève, mais l'enfant. Les parents connaissent l'enfant, ils ne connaissent pas on va dire, le contexte classe, le fonctionnement de leur enfant en classe et ses acquis. Ce sont ceux qui connaissent les acquis des élèves qui sont là pour prendre la décision. Pour nous, c'est une très bonne chose. Et on ne va pas parler d'un grand retour du redoublement parce qu'on ne pense pas que ça aura des effets d'augmentation incroyable, en réalité. Redoublement facilité à tous les échelons de la scolarité. J'ai lu au moment où Gabriel Attal avait... Alors, c'était dans le lot des mesures annoncées dans ce choc des savoirs. Vieille recette, comme le dénonçaient certains syndicats. Parfois, si vous répondez à ça. Parfois, elles sont bonnes, les vieilles recettes. Moi, je vais vous le dire, moi, j'en ai profité à titre personnel du redoublement. J'ai redoublé ma classe de 3e. Avant mon redoublement, j'étais un élève très moyen avec les notes qu'on connaît, on va en parler après, qui sont gonflées, élève mauvais. Et ce redoublement, il m'a permis de tomber sur des profs qui m'ont fait confiance et de me dire qu'en fait, j'étais pas obligé d'être parmi les mauvais élèves, que je pouvais être un bon élève. Et après ce redoublement, qui a été fait contre l'avis de ma mère, qui voulait pas me faire redoubler, mais les profs ont insisté, après ce redoublement, je suis devenu un bon élève. Parce qu'on m'a fait confiance et je me suis dit, en fait, je peux être un bon élève moi aussi. C'est pour ça que je crois au redoublement, qui, pour moi, a littéralement changé ma scolarité. Mais je crois aussi au groupe de niveau où je me dis que peut-être j'aurais
peut-être pas eu besoin de redoubler si j'avais été mis dans des niveaux où je me serais simplement rendu compte que je pouvais progresser et rejoindre les meilleurs. Ouais. Alors je voudrais qu'on consacre quand même un temps important, ça va, il nous reste une dizaine de minutes, sur cette question du brevet et des notes du brevet. Le brevet qui devient dès 2025, je le rappelle, le sésame vers le lycée, et Gabriel Attal, devenu Premier ministre, a annoncé la fin des notes rectifiées. On sort d'une époque, il faut le dire, où progressivement on s'est mis à cacher le véritable niveau des élèves au moment des examens et notamment du brevet. Avec ces correctifs académiques, dont je rappelle qu'ils consistaient à dire qu'on voulait atteindre un certain niveau de réussite au brevet, globalement que presque tout le monde ait son brevet, et que pour y parvenir, on gonflait artificiellement les notes des élèves. On met fin à cette pratique. Sophie de Tarlet, alors, il y a eu plusieurs articles publiés dans Figaro Étudiant qu'on a lus avec attention et intérêt. Donc des notes rectifiées, on le savait, mais peut-être pas à ce point, c'est ça? C'est ce qui vous a surpris, vous, l'ampleur du phénomène? On ne le savait pas parce que nous, ce que je savais, et que les enseignants aussi, c'était les commissions d'harmonisation. Oui, c'est ça. Donc le fait au moment des jurys, de rajouter un demi-point, un point sur une copie pour que ce soit un petit peu plus égalitaire. Là, c'est très différent. Là, c'est chaque académie, chaque recteur qui augmente, mais de façon énorme, l'ensemble des copies. C'est pas un élève après un élève, c'est tout le monde. Oui. C'est-à-dire on se retrouve avec un lycée où la moyenne c'est 7 et quelques, où 90 ou 93% des élèves vont avoir le brevet. Quoi. J'ai vu ça oui, par exemple, moi je vois des collèges, parce qu'on a eu aussi cette année de l'ADEP, du service statistique du ministère, une autre information, c'était les vraies notes aux écrits du brevet avant bidouillage, si je puis dire. Oui. Donc là, on peut voir qu'aux matières du brevet, aux écrits, avant le contrôle continu, etc., il y a des collèges qui ont 5 de moyenne au brevet. 5. Et on voit le taux de réussite du collège en question, 75-80%. Comment c'est possible ? C'est que tout est... Alors, franchement, là, honnêtement, peu de gens le savaient. En tout cas, moi, je ne le savais pas. On a aussi obtenu du cabinet du Premier ministre les chiffres sur l'ampleur, en fait, de ce bidouillage, avec certaines académies qui n'augmentaient pas tellement les notes, c'est-à-dire Paris en particulier, et puis certaines de façon énorme. L'Académie de Créteil en particulier, je crois que c'est de mémoire 5 ou 6 points de différence. Donc certaines académies, disons, exagéraient un peu plus. Certaines étaient déjà très hautes, mais augmentaient encore plus, comme l'Académie de Rennes, par exemple. On ne comprend pas pourquoi. Donc nous, on lui a posé la question cette semaine. On a publié un article ce matin. Est-ce que le bidouillage était le même finalement pour le bac ? Alors on va parler du bac juste après, parce qu'effectivement, ça pose une vraie question tout simplement de sincérité. Sébastien Vieille, ça fait... on vit sur un mensonge, quoi. Depuis combien d'années ? Sur le niveau des élèves de 3e. On casse le thermomètre pour ne pas voir, les difficultés. Et plus grave, je trouve, on ment aux élèves. Sur leurs acquis, sur leur capacité à poursuivre une scolarité et faire des études supérieures dans de bonnes conditions. Mais vous saviez ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez bien, je ne dis pas que vous étiez responsable des bidouillages, mais vous voyez bien le décalage entre le niveau des élèves et puis le niveau de réussite affiché par les collèges au brevet. Donc, comment vous réagissiez à ça ? Il est évident que dans les salles des professeurs, on est conscient que même des élèves en difficulté vont obtenir un diplôme. Et ce qui nous fait le plus mal, j'ai envie de dire, c'est de nous dire que ces élèves à qui on a menti, ils vont se diriger vers des études qu'ils ne termineront pas. Et on voit surtout, à l'heure actuelle, les grosses difficultés au niveau licence, où les taux d'échec ont explosé depuis des années. Ça cumule d'une certaine façon. Mais c'était quoi l'objectif et qui a permis ça ? Je crois qu'il y avait une commande politique d'avoir un certain pourcentage de réussite. C'était aussi pour les rectorats, dans les académies, ils ne voulaient pas afficher un taux trop bas pour pour pas humilier les gens, je ne sais pas, pour te faire croire que tout marchait en fait. Pour pas humilier les profs. En fait, c'est surtout pour dire tout va bien.
vous voyez, tout le monde a le bac, tout le monde a le brevet, tout va bien, les enfants réussissent. C'est un mensonge. En fait, ça pourrait passer crème, finalement, si on était tout seul sur notre planète. Le problème, c'est qu'on est sur Terre, il y a d'autres pays, et il y a l'enquête PISA, il y a le classement PISA qui nous rappelle. Parce que lorsqu'on parlait de ça, même il y a 20 ou 30 ans, lorsqu'on alertait, mais non, tout va bien, regardez, les études vont bien, regardez, les élèves français sont de mieux, le niveau monte, comme disait une certaine étude, le niveau monte, vous voyez, les Français sont de plus en plus diplômés. Bah oui, il suffisait de leur donner les diplômes pour montrer que le niveau monte. Et ça va dans le discours de ce qu'on entend sur les groupes de niveau. Ce qu'on entend sur les groupes de niveau, lorsqu'on veut mettre des élèves en difficulté pour leur permettre d'augmenter le niveau, on dit vous allez les stigmatiser. Mais non, mais c'est ça le problème, c'est que certains pensent qu'en mettant des mauvaises notes à des élèves, on va les stigmatiser. Mais non, on va leur afficher leur niveau pour leur permettre de progresser. Et quand vous dites pas à un élève qu'il est mauvais en maths ou qu'il est mauvais en français, il le sait pas, l'élève. Et il va s'en rendre compte, comme vous le dites, en études supérieures, quand il va échouer. Moi, je vois des parents d'élèves qui me disent je comprends pas, ma fille est renvoyée ou elle n'a pas la capacité de rentrer en seconde dans un lycée général. Je ne comprends pas, elle a 12 de moyenne. Mais en fait, elle n'a pas 12, elle a 8. Mais on lui met 12. Donc il faut arrêter de mentir aux parents parce que les parents ne comprennent pas pourquoi leurs enfants ne sont pas pris dans une filière sélective sur Parcoursup. Parce que, honnêtement, un parent d'élève, si son enfant a 12-13 de moyenne, il pense qu'il est bon élève. Moi, franchement, quand j'étais à l'école, 12-13, c'était bien. Donc, et maintenant, on leur dit que 12-13, ça veut dire être en échec scolaire. Donc, c'est un peu mentir, ça ne donne jamais rien de bon. Bon, je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'est une bonne nouvelle de sortir de cette hypocrisie généralisée, sauf que ça va avoir une conséquence. À partir de 2025, on va avoir beaucoup d'élèves de 3e qui n'auront pas le brevet et qui donc seront bloqués à l'entrée du lycée. Et là aussi, on en revient à la question du nombre de classes qu'il va y avoir en 3e pour les accompagner, pour leur permettre de passer éventuellement l'année suivante. Comment vous anticipez ça, Sébastien Vieille ? Alors, moi, je ne vais pas vous dire déjà que les élèves vont être bloqués. On va leur offrir, leur proposer une année, les envoyer dans une année de ce qu'on appelle de la propédeutique, c'est-à-dire une remise à niveau. Remise à niveau, oui. Chose qui aurait dû être faite au moment où on a voulu se passer du redoublement, soit dit en passant. Ça aurait été mieux que de ne rien faire du tout, parce que pousser un élève jusqu'à la terminale sans lui permettre de progresser, c'est parfois compliqué. Là, nous, on est plutôt intéressés par cette mesure d'une année de propédeutique avant d'entrer en seconde générale et technologique ou en seconde professionnelle. C'est quoi la différence avec un redoublement ? C'est-à-dire que l'élève ne va pas refaire exactement la même chose. Là, ce qui nous est présenté, ça demande à être peaufiné parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le projet actuel, mais ce qui nous est présenté, c'est quelque chose qui est à cheval entre la 3e et la seconde, et qui permet en même temps à l'élève donc de revenir sur des acquis et aussi d'acquérir de nouvelles choses, tout en peaufinant son projet. Donc ça nous semble plus intéressant qu'un redoublement. Allez-y. Disons que nous, ce qui nous pose problème, c'est encore une fois l'organisation, la manière dont ce sera fait, parce que beaucoup d'élèves risquent d'échouer au brevet avec les nouvelles modalités, donc il va falloir mettre les moyens. Alors, c'est pour ça que je me tourne vers Alexis Isard, parce que si on est logique et si on applique cette transparence ou ce langage de vérité jusqu'au bout, on peut imaginer qu'il y a effectivement beaucoup d'élèves qui n'obtiennent pas le brevet. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a les classes de remise à niveau, mais qu'est-ce qu'on en fait s'ils ratent l'année d'après ? On les fait progresser, c'est évident, on leur permet de redoubler, c'est tout le sens de la mesure. Effectivement, ça va coûter de l'argent, ça va être brutal, le réveil il va être brutal, mais pour autant on a besoin de le faire, ça va être une année compliquée, mais je crois que l'année suivante, on se sentira un peu mieux de se dire qu'on ment plus aux élèves et on leur permet d'aller faire des études avec leur juste niveau. Pardon de vous interrompre, je ne doute pas de la capacité des profs à les remettre à niveau, mais l'école elle est plus obligatoire après 16 ans. Enfin, vous voyez, est-ce qu'on se profile à l'horizon une génération d'élèves de 3e qui finalement vont quitter le système scolaire ? Non, déjà... Non, mais je ne cherche pas à être catastrophiste, mais c'est une vraie question. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est que tous nos élèves ne sont pas nuls. Mais non, il y a des élèves qui sont très bons dans les classes. C'est vrai qu'il y en a certains qui n'ont pas le niveau pour passer et qui passent. Mais si on rate 2 fois son brevet, 3 fois son brevet... Non, mais il y a aussi des formations professionnelles. Ensuite, on parle des formations professionnelles qui sont très bien. Et d'ailleurs, il faut les valoriser, ces formations professionnelles. Je sais que ce n'est pas le sujet ici, mais on sort de dizaines et dizaines d'années où on classait ces voies professionnelles en voies de garage, où il ne fallait pas aller. Moi, personnellement, je suis fils d'artisan. C'est des gens qui sont capables de monter des entreprises, de bien gagner leur vie aussi. Et il faut arrêter de dire aux élèves que c'est un échec de partir en voie professionnelle. Pour certains, c'est même une réussite.
forcément, le système éducatif est fait de cette sorte-là. C'est aussi l'état d'esprit des parents qu'il faut sans doute. Il y a aussi l'idée, en fait, que les formations professionnelles, justement, se plaignaient de ne plus avoir assez d'élèves et surtout d'avoir des élèves trop mauvais pour suivre leur formation. Parce qu'en fait, comme on mettait beaucoup de gens dans la filière générale qui n'avaient pas forcément le niveau, eux récupéraient des élèves vraiment d'un niveau très très faible. Et eux aussi ont besoin de jeunes pour remplir les écoles hôtelières, etc. Donc oui, ça permet aussi à des élèves d'avoir des voies de réussite un peu meilleures. Ouais, juste une précision, attention. Le fait de rater son brevet à la fin de la 3e fait qu'on va dans cette classe de seconde, de prépa seconde, mais on ne repasse pas forcément le brevet du collège et on peut continuer après cette classe directement en seconde sans avoir besoin d'obtenir le brevet. Le brevet n'est pas bloquant. D'accord. Il fait que vous avez une année de remise à niveau. Ok, c'est important de le préciser. Allez, il nous reste 2-3 minutes, puisqu'on est dans ce fin d'un mensonge généralisé, les notes du bac. Donc vous publiez aussi un article là-dessus, des notes du bac gonflées par les rectorats qui faussent complètement la réalité. Oui, on s'est posé la question, c'est naturel. Le brevet, il y a du bidouillage, alors et le bac? Oui, en fait, la réponse est oui. Le ministère a avoué qu'en effet, non seulement il y avait les consignes de bienveillance pour les professeurs, pour qu'il y a les commissions d'harmonisation pour augmenter un peu les notes de tout le monde, mais en fait, ça ne suffit pas pour avoir des taux de réussite aussi élevés, donc de plus de 90%. Donc, il y a aussi des rectorats qui augmentent de façon générale et globale les notes de tout le monde pour qu'on arrive à des taux de réussite extraordinaires dont on peut se vanter chaque année et qui, évidemment, sont complètement faux, en fait. Donc, Alexis Isard, si Gabriel Attal est cohérent, il va demander au rectorat d'arrêter de gonfler les notes du bac. Alors, c'est souhaitable, oui. Oui, en tout cas, le ministère nous a dit que ça valait aussi pour le bac. Donc, les correctifs académiques seraient supprimés pour le bac dès cette année. Ça veut dire, Sébastien Vieille, que nos facs sont remplis de faux bacheliers? Je suis volontairement provocateur, mais bon... Oui, je n'irais pas jusqu'à dire faux bacheliers. Un peu quand même, quoi. Mais vous savez, on a des formations... je suis professeur d'anglais, je peux vous dire qu'on a des formations en licence d'anglais où on envoie des étudiants dans les centres de linguistique appliquée pour faire des remises à niveau, parce qu'ils sont en difficulté par rapport à la langue qu'ils souhaitent plus tard enseigner. Et ça, c'est un indicateur pour moi qui est assez grave. Est-ce que, quand vous voyez ces chiffres et cette situation, vous vous dites quoi? Est-ce qu'il y a une part de responsabilité des profs, pardon, d'être un peu agressif dans la question, mais c'est quand même un constat d'échec de niveau finalement réel qui était beaucoup plus bas que ce qu'on imagine. Vous vous dites quoi? On s'est un peu loupé, nous aussi? Je vais vous dire que quand on est enseignant, notre mission, c'est de transmettre et de faire progresser les élèves. Donc, on peut avoir tendance à s'adapter au niveau des élèves, notamment dans la notation, notamment dans les attentes qu'on peut avoir. Et c'est normal, on est dans de l'humain. Mais en faisant cela aussi, on permet à certains de progresser. Donc je ne vais pas vous dire qu'on est responsable de tout ça. Je pense que c'est beaucoup plus systémique et plus complexe que cela. Merci beaucoup. On va terminer là-dessus. C'était passionnant. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt sur Public Sénat. Je vous dis à demain, 18h, 22h pour un nouveau numéro de Sens Public. Et puis notez que l'invité de la matinale, ce sera un habitué de ce plateau, le général Christophe Gomard, qui a beaucoup participé à des émissions, notamment sur les 2 conflits en cours. Il est aujourd'hui numéro 3 de la liste LR aux européennes. Et il sera donc à 8h sur notre antenne.